Princesse Delphine de Saxe-Cobourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ça nous fait vraiment très plaisir de pouvoir vous rencontrer et peut-être d'apprendre à mieux vous connaître. J'ai une première question et c'est parce que c'est la première qui me vient à l'esprit, j'ai simplement envie de vous demander comment vous allez. Oh, moi je vais bien, je suis en bonne santé, moi c'est quelque chose que je prends en compte toujours, parce que c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, non, moi je suis bien. Vous donnez peu d'interviews, pourquoi ? Je pense que je donne peu d'interviews parce que ma relation avec la presse depuis 1999 m'a rendu très sur ma défensive. Vous en voulez justement à cette presse-là, 1999 c'est la date à laquelle on évoque dans ce pays l'existence d'une fille d'Albert II, d'un enfant d'Albert II. Vous trouvez que la presse a été dure, qu'elle a mal fait son travail, qu'elle a été trop indiscrète vous concernant ? Oui, j'avoue que ça a été... Alors il y a des journalistes qui sont très bien, très corrects, mais il y a aussi beaucoup de journaux et de journalistes qui sont très forts sur le scandale. C'est comme si du jour au lendemain, j'étais un scandale. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, a beaucoup d'influence sur les gens. Moi, je ne suis pas scandaleuse, je suis juste née qui je suis, comme tout le monde. Et de rendre mon existence comme un scandale est quelque chose qui me colle à la peau. Et c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Oui, parce qu'évidemment, ça, on ne peut pas s'en rendre compte. Il y a une relation adultérine et on le découvre, on le dit comme ça. Vous n'avez, vous, jamais pris connaissance de l'ampleur que ça avait dans ce pays, ou tout de suite vous comprenez que ça va être quelque chose qui va vous dépasser ? Mais en fait, moi, quand j'étais très petite, enfin, moi, je pense, quand je dis 17-18 ans, je trouve que c'est très petit, c'est très jeune. On m'a bien, enfin, ma mère m'a bien expliqué de jamais rien dire parce que ça pourrait faire beaucoup de tort à la Belgique, ça pouvait faire du tort à mon père, ça pouvait faire tort à elle. Donc, j'étais un vrai petit soldat très jeune. C'était un gros poids. Pourtant, vous ne viviez pas en Belgique, vous avez beaucoup vécu en Grande-Bretagne, à Londres en particulier. Oui. Ça vous a un tout petit peu préservé de ça ou pas du tout ? Ah non, les Anglais, c'était terrible. J'étais sur la première page des journaux, de Times, de Daily Mail, et ça, si je peux dire, ça a été mondialement. Et j'ai toujours dit, en fait, à mon avis, cette nouvelle a été mondiale parce qu'il n'y avait rien d'autre qui se passait. Donc ça a été, boum, partout, parce que voilà, c'était quelque chose de croustillant. Croustillant, et en Angleterre, on sait ce que ça veut dire. Oui. Alors du coup, ça a peut-être été plus difficile que si vous aviez vécu en Belgique, non ? La presse, c'est beaucoup plus... elle me suivait, des choses comme ça, mais il y avait aussi des journalistes belges là-dedans. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agressif. En général, le paparazzi, les trucs comme ça en Belgique sont beaucoup plus doux. Vous avez... justement, obéi, et vous l'avez dit, je retiens cette phrase, obéi comme un bon petit soldat à 16, 17, 18 ans. Il y a un moment où il y a eu cette cassure et cette envie de ne plus vouloir être un bon petit soldat. À quel moment ça s'est passé, ça ? Non, moi, je n'ai pas arrêté d'être un petit soldat. J'avais plein de problèmes avec mon travail parce que j'ai fait un documentaire, donc j'en ai beaucoup parlé et j'ai bien expliqué. Mais ça étant dans ma situation, ça me faisait beaucoup de problèmes, même point de vue travail, dans ma famille, dans tout. Donc, j'ai dû aller à l'action qui est en justice. Et pour moi, ça, c'est comme être encore un petit soldat. C'est de demander la loi à décider qu'est-ce qui est mieux. Voilà. Il y a un jour en particulier où vous vous êtes dit, là, il faut que ça se sache, il faut que ce que je ressens, qui doit être dur, cesse, et que je fasse donc appel à la loi, comme vous venez de le dire. Vous avez le souvenir d'un jour où ça a été décisif ? C'est une augmentation de problèmes, de rejets de projets que j'aimais bien parce que, soi-disant, ça allait peut-être embêter la famille royale. Donc, il y avait tout le temps cette espèce de malentendu. Mais non, ça venait peut-être pas du palais, mais c'est toujours ces gens, comme j'étais la scandaleuse, ils ne voulaient jamais m'avoir dans quoi que ce soit qui pourrait avoir... la famille royale près de ce projet. Et comme je suis une artiste et je fais ça depuis très longtemps, forcément, mes projets parfois étaient assez gros et allaient peut-être avoir qu'une personne de la famille royale serait présent. Donc ça, c'est très embêtant parce que moi, je prends mon métier extrêmement au sérieux et d'avoir des problèmes et des rejets quand j'ai rien fait, et juste parce que où je suis née, comment je suis née, ça, c'était une injustice terrible. Ouais. Et donc,
Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai dû vraiment dire maintenant, c'est fini. Et pour qu'on comprenne bien dans cette carrière d'artiste, et on va parler de cette carrière d'artiste, moi j'ai un peu checké vos œuvres et vous allez devoir m'expliquer plein de choses, parce que je suis un peu un novice. Mais vous avez l'impression que le palais donnait alors des instructions en parlant de la scandaleuse, vous n'avez jamais ressenti ça? C'est plutôt correct alors de leur part? Je ne sais pas, ça je ne pourrais pas savoir d'où ça venait, je ne le saurais jamais. Moi, je crois que c'est souvent les gens qui croient que c'est comme ça qu'ils veulent et du coup vont faire des choses pour faire plaisir au palais, mais peut-être que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Je sais pas. Vous avez finalement, et c'est ce que je comprends, marqué beaucoup de respect par rapport à la distance qui était imposée de par cette affaire. Est-ce que c'était, et la question est peut-être très très naïve, mais est-ce que c'était quelque part déjà un peu par amour pour votre papa? Vous avez dit à une reprise, je voulais pas créer d'ennui. Ah oui, mais toujours. Hein. C'est de l'amour ou c'est de la crainte? Ah non, moi je crois que c'est de l'amour, c'est sûr. Moi j'ai toujours aimé D'un mon père père. que vous ne pouviez pas fréquenter. Ben, je le fréquentais à ma manière, à notre manière. Je veux dire, chacun, il y a des papas qui travaillent, je ne sais pas combien, qui vont au milieu de la mer pour travailler en dessous de la mer pendant des mois et des mois et des mois, et les petits-enfants ne les voient pas. Je veux dire, l'idée, c'est qu'on se sent protégé de son père. Et moi, je me suis sentie toujours protégée de mon père, jusqu'à quand, bon, il y a eu cette histoire téléphonique. Cette histoire téléphonique, juste parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas cette histoire-là, ce contact téléphonique qui est quand même un élément important, il se passe quoi à ce moment-là? Il se passe quoi? Ben, j'étais très inquiète de la santé de ma mère à l'époque. Et voilà, je l'appelle parce que je suis toute seule. Hein. Je n'ai pas de frères et sœurs. Donc je l'appelle en disant que j'étais angoissée de ma mère, etc. C'était juste pour parler. Et puis voilà. Il sort en disant tu n'es pas ma fille. Voilà. Donc ça a été un choc, évidemment. Un choc ou de la colère? Ah, c'était un choc, mais je me suis toujours dit, parce que je savais qu'à l'époque, il avait très mal au dos, et je me suis dit, il prend des mauvais médicaments, là. Ça va pas du tout. Donc en fait, pendant très très longtemps, c'est comme si je lui toujours donnais des excuses. Vous lui en avez trouvé beaucoup? Ah oui. Et parfois malgré vous? Malgré vous, ça veut dire... C'est-à-dire que vous vous forciez à trouver des excuses? Non. Vous en trouviez naturellement? Oui. Et donc c'était de l'amour? Mais oui. Mais oui. Vous allez en justice pour faire reconnaître qui vous êtes, gommer ce vilain mot, la scandaleuse. Et on découvre finalement, en tout cas dans cette histoire, que... Gommer scandaleux, ça, c'est pas possible, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut gommer une scandaleuse. Pas pour le peuple, en tout cas. Oui, vous pensez que ça reste? Ah oui, ça reste. Ah, c'est sûr que ça reste. Ah, c'est amusant, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance à votre égard aujourd'hui. Même pendant que j'étais, soi-disant, le scandale, il y avait quand même beaucoup de gens qui voyaient à travers. Ouais. Les gens ne sont pas bêtes. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup de bêtes. J'ai toujours eu une partie qui soutenait, qui disait, mais enfin, c'est un enfant, je veux dire qu'on est en train de dire que c'est de sa faute quand c'est pas de sa faute. Il y a toujours eu des gens qui ont vu ça aussi. Mais il y a aussi beaucoup qui disent le contraire. Une fois qu'on a mis une réputation de quelqu'un, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et vous pensez que vous n'en êtes toujours pas sorti aujourd'hui? Je suis très surpris par ce que vous me dites. Non, il y a des trucs quand même qui sont arrivés. Par exemple, c'était il n'y a pas si longtemps, je sortais de l'église avec ma famille royale. Parce qu'on célébrait dans la crypte la famille royale qui ne sont plus là. Et donc, je sors avec les autres. Hein, et il y a une dame qui dit vive la reine Paola, vive la reine Paola. Et puis, elle me voit derrière, elle me fait et elle me crache. Mais c'est dur. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Il y a eu des réactions autour de vous, des membres de la famille royale? Non. Personne n'a vu l'incident, peut-être? Les gens ont vu, il y avait beaucoup de monde et tout ça. Mais c'est sûr que c'est dur. Parce qu'on est être humain. Moi, je sais, à mon avis, ça arrive à d'autres gens qui sont publics, qui sont... J'entends souvent ça par des gens célèbres, hein. Mais bon, moi, je suis célèbre par un scandale. Mais non, il y a plein de gens qui sont adorables et qui sont vraiment et qui m'admirent et qui sont là plein d'amour et c'est extrêmement gentil. Pour votre art aussi. Et pour mon art, oui, il y a beaucoup de gens qui aiment bien mon art, qui le trouvent colorié, qui le trouvent joyeux, etc., etc. Mais j'ai aussi d'autres, par exemple aussi de m'appeler bâtard et des trucs comme ça. Il y a toujours des gens comme ça.
Et ça fait mal. Du coup, c'est vrai que aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur ma défensive, je suis beaucoup plus à... Je suis pas comme j'étais avant, j'avoue. Et par exemple, est-ce que ça a changé et on en parlera vraiment plus longuement tout à l'heure parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai pris connaissance de votre travail et encore une fois, hein, vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas très très doué dans tout ça. Mais est-ce que tout ce que vous avez vécu, ces moments durs, alors que vous avez justement un art très coloré, très pétillant, Oui. est-ce que ça a joué sur votre travail à un moment donné? Est-ce que ça l'a rendu plus sombre ou est-ce que vous avez réussi à vous écarter un peu de ces mouvements de haine comme celui que vous venez de décrire? C'est pas dans la haine. Ça, j'ai pas envie d'aller dans la haine. C'est plus triste, hein. Triste ou fâché, évidemment. Ouais. Parce que pourquoi être jugé comme ça quand la personne... Et j'ai rien demandé. Alors, justement, plus qu'il y a des choses qui sont dures, plus que mes œuvres vont être coloriées, parce que j'ai envie de m'entourer de choses gaies. Je transforme les choses qui sont difficiles en des choses gaies ou des choses drôles. Je fais des œuvres drôles, il y a de l'humour. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est ça qui me sauve. C'est en fait que les choses qui me font souffrir, eh bien, tout à coup, la chose qui m'a fait souffrir, je le regarde devant moi et ça me fait rire, ça me fait sourire et je sens qu'il y a comme un soleil au lieu de l'orage. Vous y arrivez toujours, ça? J'ai ça depuis toujours. C'est vraiment la positive attitude. Depuis toute petite. Je faisais ça depuis toute petite. Et j'imagine que dans cet état d'esprit-là, vous vous préservez des réseaux sociaux, qui eux sont vraiment en train de devenir vraiment un gros problème de société. Oui, vous en préservez ou vous allez dessus quand même? Facebook, j'ai arrêté, parce que là, c'était de l'harcèlement. Le Facebook, c'est vraiment rempli d'harceleurs. Mais par contre, Instagram, je l'utilise parce que je suis une artiste. Ouais. Donc la majorité, les 99,9% de trucs, c'est mes œuvres, mes habits, des événements artistiques, ou même parfois quand je soutiens un artiste, etc., ou un styliste. Mais parfois, il y a eu des trucs, et oui, ça fait très, très, très mal. On revient à ce moment où vous partez vers la justice pour justement faire reconnaître la loi, en tant alors que bon petit soldat. C'est un parcours difficile. Notre système judiciaire est trop complexe. Qu'on soit fille de roi ou pas, en l'occurrence, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant. On dit souvent que la justice est très lente. Alors, moi, j'ai eu un soutien extraordinaire par mes avocats. Ça a été commencé par Alain de Jong, qui est un néerlandophone, et puis c'était un truc gros, et on avait besoin de quelqu'un de plus établi, si je peux dire. Donc j'ai été chez Marc Heutendal, et qui a pris le dossier, et qui a franchement mené ça vraiment très très bien, avec Yves-Henri Leleu, et alors évidemment aussi le cabinet de Marc Heutendal. Et lui aussi, je lui ai demandé donc de prendre ma voix. Parce que en fait, c'était pas juste quelque chose de judiciaire, etc., mais c'était aussi très médiatisé. Donc ça, c'est ce qui rendait la chose beaucoup plus lourde, parce que tout le monde avait son point de vue. Et donc ça, j'ai eu beaucoup de chance qu'il était très bon avec la presse. Il a jamais rien dit ce que moi je voulais qu'il ne me dise pas. Perfection. Et ça m'a énormément aidée, et je me suis sentie vraiment comme waouh, on m'écoute, parce que ça c'est vraiment important, je pense, pour tout le monde, quand on se sent écouté. Ça m'a beaucoup soulagée, et de régler un problème avec une équipe qui était vraiment... Parce que c'est une vraie équipe, vous avez cité les noms. Est-ce que cette équipe, où vous avez dit à un moment, stop, c'est trop dur, on arrête, on n'y arrivera pas? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Je l'ai eu parce que je trouvais trop dur. J'ai toujours 2 enfants, ils étaient petits, assez jeunes, des trucs à l'école qu'on leur sortait sur moi. Ta mère est folle, ta mère veut de l'argent, ta mère veut qu'on la regarde, de l'attention, etc. Il y avait plein de choses extrêmement dures parce que comme c'était médiatisé, les parents en parlaient probablement aux petits ou ils entendaient, etc. Donc ça, ce côté-là, je trouvais ça horrible. Mais par contre, quand je me suis rendu compte par les avocats que j'étais en train d'aider une loi à s'adoucir quand c'était une loi extrêmement rigide et beaucoup trop à l'ancienne. Et donc, grâce à mon action, j'ai pu changer quelque chose qui est quand même extrêmement important pour l'être humain. Je pensais que vous auriez parlé de combat, vous parlez d'action.
C'était un vrai combat ou pas du tout? Ben oui, c'est un combat, forcément que c'est un combat. Mais moi, je trouve ça, c'est plutôt une action positive, parce que c'est quelque chose, c'est pas aller faire n'importe quoi, aller hurler à la presse toute nue, dire n'importe quoi et devenir folle. Et, je sais pas, moi je trouvais ça très dans les ordres, et c'est, comme je dis, comme un petit soldat. Alors on va régler le problème avec la loi. Parce que ça vous semblait juste? Ben, c'est juste, absolument. Est-ce que pendant ce temps-là, de toute cette longue période judiciaire, il y a encore des contacts avec votre papa, ou est-ce que là, les ponts sont clairement coupés à ce moment-là? Non, j'avais plus eu de contact depuis mon téléphone. Tout était bloqué. J'avais essayé dans tous les moyens, les lettres, enfin plein de choses. C'est pas tout à coup, je me suis dit, ah ben tiens, je vais aller au palais de justice, qu'est-ce que c'est amusant. Non, j'ai été très patiente, parce que je savais très bien que probablement ce truc allait sortir dans les médias. Oui. C'était trop difficile pour que tout ça soit caché. J'en ai parlé même avec mes enfants qui étaient très jeunes, on s'était préparés pour ce genre de situation, mais personne n'a envie de ça. Hein. Vous avez eu ce moment de découragement que vous évoquez. Est-ce qu'on n'a pas essayé, alors de l'extérieur, des proches ou des gens du palais tout simplement, essayer de vous contacter pour vous dire stop, arrêtez tout, il faut que ça s'arrête? Non. Jamais? Non, ça ils ne pouvaient pas. Ni même dans votre entourage? Ah, ben si. Ah oui? Ah oui. Ah si. Des amis, des gens, ben oui, beaucoup, des proches, très proches. Oui. Qui font encore partie de votre vie aujourd'hui? Non. Ça doit être dur de faire le tri comme ça, non? Ou bien ça vient naturellement parce que justement on se rend compte que ce ne sont pas de vrais amis? Moi je pense que ça arrive à beaucoup de gens, justement, à partir de 45, 50 ans, on se rend compte que, voilà, c'est mieux d'avoir moins, mais plus profond d'amitié que de n'importe quoi. Ça a été une longue action, un long combat, qui a duré combien de temps? C'est pas quelque chose que j'essaie de voir, ça a duré combien de temps et combien... Ah mais oui, mais j'essaie de... ça a duré longtemps, mais je crois que ça a commencé en 2012, 11, je ne sais plus. Ah, ça c'est étonnant, la différence des dates. Mais je comprends parfaitement le fait de dire, je ne m'occupe pas des dates, je m'occupe du résultat. Oui, ouais. oui. Et le résultat, il est favorable pour vous, le jour où vous apprenez que vous êtes donc officiellement maintenant la fille, en tout cas au regard de la loi, et qu'il va y avoir des modifications législatives importantes. Vous en sortez dans quel état d'esprit, au moment où finalement on reconnaît qui vous êtes? Je crois que c'était enfin la vérité, quoi. Le plus important, c'est que j'ai pu revoir mon père et que mes enfants puissent le connaître. Ça, je remercierai mes avocats, c'est grâce à eux. Si je vais trop loin dans l'intimité, vous me le dites. Mais la question, là, elle me brûle un peu les lèvres. Mettons la décision de justice de côté, mettons l'administratif de côté. On revient sur l'humain et sur la famille. Comment s'organise le fait de pouvoir reprendre ce contact que vous n'aviez plus? C'est un coup de téléphone qu'on vous a passé, et qui est venu de qui? C'est venu d'eux. C'est venu d'eux? Ouais. De votre papa, directement? D'abord Philippe et puis mon père. D'abord Philippe? Oui. Et qui vous dit quoi, alors, à ce moment-là? Ça, je ne vais pas aller dans les conversations, mais c'était, voilà. Il a pris contact, on a déjeuné ensemble, Philippe et moi, à deux. Ouais. Et puis c'est mon père. Et voilà, petit à petit. Hein. Parce que ça, évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de situation, on se demande évidemment comment ça se passe, qu'on soit fille de roi ou pas. Le premier contact, est-ce que c'est un contact affectif ou est-ce que ça, c'est pas encore possible à ce moment-là? Ça dépend les familles, s'ils sont comme ça, ou des gens qui sont plus rigides. Je ne vais pas commencer à dire comment ils sont. Oui, non, évidemment. Je trouve que c'est injuste. Mais voilà, chacun essaye. Voilà. Oui. Vous êtes quelqu'un de très positif, vous l'avez dit. Est-ce que aujourd'hui, vous avez mis ça de côté, et donc ce côté positif a justement favorisé un contact positif? Vous êtes quelqu'un de très souriant, toujours très coloré, et donc c'est l'image que j'ai de vous. Et donc je me dis, ce côté très peps, très pétillant, et je vous le dis franchement, doit peut-être être un peu paradoxal par rapport à un côté très rigide, protocolaire sans doute, et je ne critique absolument pas. Et on dirait, vous êtes un peu arrivé peut-être comme un éléphant dans un salon de porcelaine, cassant certains codes, et donc en ce compris au niveau des relations émotionnelles, etc. Vous avez réussi à imposer un peu cet esprit-là, ou vous avez senti que ça pouvait pas passer? Que ça passe ou passe pas, ouais. Moi je reste moi-même. Ouais. Ça c'est
C'est mes règles. Oui, et vous pensez avoir réussi à changer un tout petit peu l'état d'esprit, qui était celui de la famille royale, vis-à-vis de vous, ou pas? Oh, je crois qu'ils se rendent compte que je suis quelqu'un de très bien. Ils vous l'ont dit? Ça, je ne vais pas vous dire. Et puis, mais je le sens très Oui. fort. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, les relations, et pareil, vous me dites, Sacha, vous allez trop loin, mais aujourd'hui, les relations sont comment? On a vu cette photo qui a beaucoup fait le tour de la presse quand vous êtes allé rencontrer Albert et Paola. Et on a eu ce petit cliché, nous, dans les médias, et qu'on a évidemment beaucoup diffusé. C'était un cliché unique, ou est-ce qu'il y a d'autres clichés de ce genre, dont la presse n'a pas connaissance? En l'occurrence, est-ce que vous prenez parfois des photos et les contacts sont maintenus, et on fait comme toutes les familles, on se prend en photo à l'occasion des grands événements, ou pas? Ça, je ne peux pas dire. D'accord. Vous vous revoyez quand même? Oui. Est-ce qu'il reste un petit manque, alors, selon vous, aujourd'hui, à la fin de cette histoire, quelque chose qui vous a manqué et qui vous manque encore aujourd'hui? C'est vrai que ça me revient des moments, il y a des moments, c'est à ce moment-là que je crée énormément, tout de suite, c'est que j'aurais préféré de ne pas avoir ce chemin, quoi. Ouais. Que les choses auraient été plus simples. Vous êtes maman aussi, Oui. évidemment. Vous avez l'impression que vos enfants ont maintenant bien traversé ce parcours, que vous avez fait ce qu'il fallait pour les préserver. Vous l'avez un tout petit peu évoqué. Vous dites mission accomplie à ce niveau-là? Est-ce que je les ai bien protégés? Je dois encore les protéger. J'ai été la fille qui était adulterine, bon, etc. Et donc, il y a toujours les enfants de... alors, je ne dis pas, il y a énormément de gens qui ont énormément de respect pour moi, qui m'admirent aussi, parce que je ne me laisse pas faire. Mais pas se laisser faire est très fatigant, mais ça vaut la peine. Donc, c'est des enfants aussi d'une maman qui a un peu bousculé les choses. Et donc, parfois, eux aussi, ils ont des commentaires. Et puis aussi, ils sont des enfants d'une artiste. Ils ne vivent pas du tout dans un palais. Ils vivent comme beaucoup d'autres jeunes, hein, très simplement. Là, ils travaillent au Deleuze pour l'été. Je veux dire, on est des gens extrêmement normaux. Mmh. Et donc, avec maintenant leur nom et tout ça, parfois, ça leur cause des problèmes. Ce n'est pas leur histoire, c'est mon histoire. Mmh. Mais à cause de ça, ça devient un peu leur histoire. Maintenant, je ne dis pas, chaque jeune doit avoir quelque chose de sa famille, par exemple, je ne sais pas moi, le papa qui est alcoolique, ou bien ou quelqu'un qui a été en prison, des choses qui sont peut-être pas faciles à gérer. Je ne dis pas que j'ai une très mauvaise réputation, mais j'ai une réputation. Et oui, c'est pas facile pour eux. Mmh. Et pour finir avec ça, est-ce qu'il y a un membre de la famille royale dont vous vous sentez particulièrement proche aujourd'hui, avec quelqu'un à qui, comme on dit, ça matche bien? Oh, je dirais mon père. Hein. Oui. Mmh. Mais j'aime bien Philippe aussi. Les deux autres, je connais un peu moins, mais je connais un peu plus Philippe. Le 21 juillet, c'est important, évidemment, fête nationale. Vous étiez à cette fête nationale. Est-ce qu'on peut un tout petit peu parler de votre tenue de ce jour-là? Ah oui. Alors cette année, c'était un très jeune homme, liégeois. Oui. C'était un nom un peu spécial. Son brand, sa marque, c'est Judassim. Alors, quand on voit son Instagram, c'est très artistique. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle beaucoup de McQueen. Moi, j'aime bien aussi Vivienne Westwood. Il y a un peu de Vivienne Westwood, plus que lui se retrouve plus dans McQueen, et je suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est très féminin. Il y a un côté très classique, mais mélangé avec quelque chose de très artistique. Mmh. Et j'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir. C'est tout à fait par hasard, mais quand on s'est mis ensemble, etc., il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée parce que j'étais à la graduation de ma fille. Mise de diplôme. Voilà. Et d'ailleurs, elle a fait International Justice et maintenant elle fait un master's dans le droit. Ça ne m'étonne pas, hein. On y revient. Et en fait, à son graduation, c'est aux Pays-Bas, à La Haye, qui a plutôt une réputation de non-danger, de calme. Ils avaient une fête d'étudiants dans un club. Alors, pour expliquer, c'est Leiden College University. C'est une école, une université qui est vraiment remplie d'enfants, de jeunes,
qui sont vraiment pleins d'idéal pour le monde. C'est des jeunes extraordinaires, vraiment, et d'une gentillesse et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans leur fête, il y a eu des Hollandais qui sont rentrés dans ce club, très bien habillés, très bonne famille, probablement qui viennent des papas qui sont de gros boulot, et ils ont pris un ou deux homosexuels, ils l'ont mis dans les toilettes et ils l'ont presque tué, quoi, parce qu'il était homosexuel. Et ça, ma fille était complètement scandalisée. Alors, heureusement que les autres jeunes de l'université sont venus à leur secours, mais les jeunes garçons qui n'étaient pas homosexuels de l'université, qui essayaient de protéger leurs amis homosexuels, ils ont été aussi complètement massacrés. Ils se retrouvaient avec des côtes cassées, enfin, une horreur, une horreur. Forcément, ma fille, elle a été extrêmement Ils ont été arrêtés, j'imagine. À peine. À peine. Est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers? Je ne sais pas. Mais il paraît que ça... En tout cas, l'université sont en train de s'en occuper. C'est arrivé très récemment. Oui, c'est vraiment très récemment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Aujourd'hui. Mais j'avais entendu que ça empirait. Oui. Mais je me suis pas rendu compte à ce point. Et en fait, le groupe de ce styliste, Judas Ip, sont tous, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais queer. En fait, ils appartiennent de ce groupe, comme on dit, LGBTQTAI+. Voilà. Oubliez le plus. J'ai un peu dyslexique, donc pour mettre tous ces lettres ensemble. Et ça m'a fort touchée. Et du coup, de pouvoir mettre ces vêtements, j'étais tellement heureuse. D'un représentant de cette communauté, de quelqu'un qui l'affiche clairement. Oui, absolument. Oui. Et en même temps, à ce moment-là aussi, on a décidé de créer un T-shirt. Alors moi, j'ai écrit le texte où il est marqué « Don't repeat history ». Et eux, ils ont fait le T-shirt. On a fait ça plusieurs mois ensemble. Enfin, l'idée, c'est que je l'écris, et ils impriment et ils font le T-shirt. C'est un message fort, don't repeat history, ne pas revivre l'histoire. Ça veut dire que vous pensez que les agressions qu'on est en train de commettre à l'égard de certaines communautés, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient simplement des communautés d'origine étrangère, vous pensez qu'on est en train de revivre la montée de la violence et de la haine dans notre société aujourd'hui? Oui. Et je trouve qu'il faut quand même se rappeler de ne pas avoir cette violence contre les gens qui sont différents. Pourquoi pas vivre la différence, quoi? Franchement. C'est pour ça que souvent je soutiens les gens qu'on traite différemment parce qu'ils sont une couleur, voilà, etc. Le racisme, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Et pourtant, ça c'est bien en hausse aussi. Hein. Oui. En tout cas, on a l'impression que ça l'est, mais quand on voit les messages de haine, c'est peut-être une minorité, mais il y a quand même un gros problème là aujourd'hui. Oui. Et on se dit, mais aujourd'hui, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, il y avait beaucoup d'émotions à porter ces habits à lui. La question paraît évidente, il n'y a aucune consigne alors à ce moment-là, parce qu'il y a un message derrière ce que vous dites, message positif, on est bien d'accord, mais on ne vous donne pas de consigne en disant « attention là, ça va être un message, ça peut être mal interprété, ça va être mal pris ». Vous restez totalement libre de ça. Comme je dis, je reste moi-même. Oui. Et c'était une vraie fierté alors de porter ce message, parce que pour le 21 juillet c'est une chose, mais j'entends que c'est un message que vous allez maintenant porter sur le très long terme. Je vous sens très marqué par ce qui s'est passé à la remise des diplômes de votre fille. Mais oui, parce que c'est un jeune homme qui est un étudiant, qui a fait des très belles études pour justement faire du bien au monde, et c'est juste parce que sa sexualité ne plaît pas à tout le monde, franchement, je veux dire, moi je trouve ça débile. Moi, je me rappelle, le frère de mon mari, Jim, il a toujours dit que l'homosexualité doit exister. Ça a toujours existé parce que, en fait, c'était souvent... On ne pouvait pas avoir que des hétérosexuels parce que souvent, ces hommes allaient en mer pendant très longtemps, n'avaient pas de femmes, etc., qui ne devaient pas avoir cette envie de femmes, qui ne pouvaient pas parce qu'ils allaient en mer, etc. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Enfin, pour moi, c'est juste parce que c'est différent, ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, c'est de l'amour. C'est de l'amour, exactement, vous l'avez exactement mis, c'est de l'amour. Vous pourriez, même si ce n'est pas un élément réjouissant, mais vous pourriez, parce que vous avez porté les vêtements donc, de ce styliste concerné par cette communauté, par ce problème, est-ce que vous pourriez aller plus loin qu'un t-shirt
avec un slogan, est-ce que vous pourriez créer une œuvre d'art pour soutenir cette communauté, par exemple? Ça, je ne sais pas. Mes œuvres sont très autobiographiques. Alors, j'ai juste envie de dire aussi que j'ai choisi ce styliste parce que je trouve qu'il a du talent. Je n'ai pas choisi parce que c'est ceci, cela. D'accord. C'est tout à coup venu par hasard. Et c'est ça que j'adore avec les projets, c'est que les choses tout à coup arrivent et on fait encore quelque chose de mieux. Donc c'est juste pour dire, j'ai choisi à cause du talent. Et donc, est-ce que je ferai une œuvre ? Peut-être, mais ça, je ne peux pas vous garantir, parce que mes œuvres, c'est presque quelque chose que je ne contrôle pas, je ne peux pas le contrôler. Je ne suis pas devenue tout à coup de faire un portrait ou de je ne sais pas, c'est quelque chose ça, c'est assez génial. Donc vous vous levez le matin, vous n'avez pas pensé à une œuvre depuis très longtemps, vous levez le matin, vous ne savez pas nécessairement ce que vous allez faire, quoi, en gros. Souvent pas, non, mais ça vient. C'est de la vraie création, oui. Improvisée. C'est tout le temps improvisé, oui. Ça, c'est fou parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui ont besoin parfois de réfléchir très longtemps à ce qu'ils font, à ce qu'ils créent. Ah non, je deviens... Vous, ça vient un claque. Et tout le temps. Mais peut-être trop, que j'arrive pas à suivre. Parce que ça prend vous n'avez pas un petit carnet pour dire « Ah là, j'ai pensé à ça Ça dépend, c'est dans ma tête. Parce que quand je fais une toile, je suis déjà à l'autre. Presque. Non, j'ai beaucoup de chance. Est-ce que c'est parce que je l'ai un peu appris aussi à l'école d'art en Angleterre, où on me disait, Delphine, enfin, à tous les étudiants, il faut... Pour être une artiste et en faire vraiment une carrière, c'est pas aller dans le désert, regarder les étoiles en attendant que le truc va tomber. C'est en travaillant non-stop. Il faut travailler non-stop. Mais alors, elle vient d'où l'inspiration? Ou plus précisément, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ma vie. Ah oui, vous avez dit que c'était autobiographique vos œuvres, c'est vrai. Oui, ma vie. Et alors, vous mettez le lien comment? Parce que moi, j'y connais rien, encore une fois. Mais donc, votre vie inspire des œuvres. C'est-à-dire que vous pensez à des épisodes et vous créez des sculptures, des vêtements, ce que vous portez d'ailleurs, on peut en parler un tout petit peu. Oui, alors mes œuvres, c'est fait de mots. Oui. Pourtant, je suis hyper dyslexique. mais donc, si on voyait quelque chose qui a une faute d'orthographe, vous savez que c'est mon œuvre. J'adore les mots, parce que quand on vous dit quelque chose de très agréable, hein, ça va vraiment vous donner, ça va faire du bien. Par contre, si on vous dit quelque chose de désagréable, ça peut vous rester dans le restant de votre vie dans la tête. Donc le mot a un impact énorme. Les phrases ont un impact énorme. Donc ça, c'est une chose que je trouve très intéressant. Alors comme, de nouveau, je suis dyslexique, quand je vois les phrases, les mots, je vois d'abord des genres paysages. Donc en fait, je vois des dessins. Je ne vois pas le mot. Je ne vais pas tout de suite le lire. J'ai plutôt difficile. Donc, d'abord, je vois un dessin, et j'aime bien le dessin. Par exemple, le mot « love », je trouve que c'est joli. Juste de le voir, le mot. Puis c'est très doux à la prononciation. Hein. Et en plus ça, et alors donc par exemple ici c'est à voir avec « love », sur l'amour. Ici c'est un poème, c'est tout à fait abstrait évidemment. C'est un poème que j'ai fait sur « ne pas abandonner », « never give up ». Ici c'est un poème sur la vie, et derrière, c'est sur le rire, comme quoi le rire est le meilleur médicament. Et donc, voilà, j'ai écrit des poèmes sur des toiles. Et comme je trouvais que c'était tellement dommage d'avoir qu'une toile qui allait chez quelqu'un et que c'était des messages, je trouvais, qui pouvaient vraiment aider les gens, que ça pouvait les rassurer, je me suis dit, justement, pourquoi pas imprimer ces œuvres sur soi et en faire surtout des foulards, parce qu'on s'enveloppe dans une foulard. Et quand j'ai commencé, j'ai eu des retours par mon website, on peut m'écrire, etc. Par exemple, une femme qui souffrait du cancer et elle a acheté mon poème sur la vie. Et elle disait combien ça lui faisait du bien, etc. Et plein de choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me donner. Et alors, donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire, après les foulards, j'ai commencé à faire des chemises, des robes et tout ça. Qu'est-ce que vous préférez faire? Les robes, les foulards, les chemises, les sculptures? Ah non, mes toiles. Pour l'instant, c'est les toiles. Oui, mais ça change, donc c'est un coup d'étoile. Oui, ça change. Parfois, avant, c'était... Au tout début, je faisais des sculptures en papier mâché, il y a très très longtemps. Vous n'en faites plus? Non. C'est très marquant quand même. Quoi, oui, les sculptures. Les sculptures, oui. Ah oui, moi, ça m'a fort marqué. Dans votre œuvre, ça m'a vraiment marqué. Ah oui.
Oui. En fait, c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai plus été vers les toiles. Est-ce que c'est aussi parce que c'est plus physique que j'ai été plus fatiguée? Qu'est-ce qui est le plus dur? La sculpture. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est plus physique. Même que mes peintures sont très physiques. Parce qu'on doit, oui, façonner, on met plus les muscles en action. Mais vous parlez de peinture physique. Ça veut dire qu'on peut, et pardon si je pose une question vraiment de débutant en matière d'art, Non, non, mais c'est tout à fait normal. on peut être fatigué en peignant. Assez épuisant. Assez épuisant. Ça a besoin d'une concentration qui est fantastique parce que ça me sort de c'est ça qui me sauve en fait. Justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font soigner par l'art quand ils ont des problèmes, par exemple des gros traumas, qu'ils ont été à la guerre et qu'ils ont vu des choses ignobles. On soigne aussi avec l'art. Je ne dis pas que ça fait tout, mais ça aide énormément. Et je crois que quand on est dans la création, c'est vraiment quelque chose qui nous sort complètement de nous. Et ça peut être vraiment physique parce que d'abord, j'arrête de respirer parce que quand je fais des choses très, très avec du détail, je ne peux pas respirer parce que si je bouge, donc parfois je ne respire pas pendant 3 heures. Du coup, j'ai envie de m'évanouir. C'est dangereux. Oui, c'est aussi des positions extrêmement dures. J'ai très, très mal au dos. Et comme je veux finir mon truc, je vais avoir mal au dos et je m'en fous jusqu'à quand je ne sais plus bouger et je me roule par terre après. Ça fait mal. Ça, j'ignorais, mais totalement, qu'on pouvait être à ce point. Oui, c'est plus physique ou c'est plus intellectuel? Parce que vous dites là. Les deux. C'est les deux. Les deux. Vous trouvez que votre travail est récompensé à sa juste valeur? Pardon de parler un tout petit peu d'argent, mais le marché de l'art, il est ce qu'il est. Vous estimez que vous êtes bien coté aujourd'hui sur le marché de l'art? J'ai une galerie qui s'occupe de ça, c'est pas moi qui mets mes prix. Ah, mais ça, je ne savais pas non plus. Je fais ça depuis très longtemps. J'ai commencé l'art à 17 ans et demi, puis j'ai pas arrêté. Donc, c'est un long chemin. Et encore, ça continue à parfois être très dur. Oui. Le marché de l'art, c'est une angoisse permanente. Vous avez peur de ne plus plaire? Que vos œuvres ne plaisent plus? Si on fait ça, on arrête d'être vrai. Moi, je vois les œuvres des artistes qui veulent juste plaire, que ça devient ennuyeux. Par exemple, par rapport à une œuvre, est-ce que, là encore la question est peut-être naïve, mais est-ce qu'une œuvre vaut plus parce qu'elle a été réalisée par une princesse? Donc, en l'occurrence, pour un même tableau, est-ce que d'un seul coup, il a pris de la valeur? Non. Non? Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. La princesse et le monde de l'art, ça va pas du tout ensemble. C'est vrai? Non, c'est mieux, si je peux dire, d'être quelqu'un qui vit dans la rue. Quand on a le nom princesse, les gens tout de suite croient que tout tombe du ciel. C'est pas du tout le cas. J'aurais pas présumé ça. J'aurais présumé, mais là peut-être encore une fois, vous pouvez me dire que je dis n'importe quoi, j'aurais présumé que vos œuvres sont présentes au palais. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles Mais sont- ma famille, enfin parce ma qu'elles sont mère chouettes. n'a pas d'œuvre à moi. Hein. Ouais. Non, je dois lui donner. Ah oui, vous faites des cadeaux. Donc si c'était au palais, c'est que je dois les donner, et je vais pas les donner. Et vous avez quoi comme prochain grand projet artistique? Alors pour l'instant, là, je viens de finir plusieurs expositions. D'ailleurs, j'ai pas arrêté. Donc maintenant, je suis sur un thème spécial, mais je peux pas le dire. D'accord. Parce que même, j'espère le montrer, mais bon, ça va être quelque chose. Donc là, je suis en train de reproduire toute une collection, parce qu'on doit continuellement refaire des œuvres. Mes projets aussi sont surtout à l'étranger. Je fais des bijoux aussi pour une marque belge, mais je ne peux pas encore tout à fait en parler. Et je fais aussi un projet avec Mayerline, qui est une marque belge très ancienne. C'est des vêtements faits surtout pour les femmes de 40 ans plus. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'amuse très fort parce que leurs vêtements, c'est assez bon chic, bon genre. Et j'ai pu mettre ma touche sur des tailleurs, que moi je ne mets jamais en général des tailleurs, mais là je vais les mettre parce qu'il y a justement un petit clin d'œil qui les rend un peu moins sérieux. Et ça m'amuse énormément. On dit que votre marque de fabrique, Delphine de Saxe-Cobourg, c'est d'être une artiste non conformiste. Ah oui. Et ça, j'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça a été probablement écrit par un critique d'art, je ne sais pas. Mais non-conformist, c'est à mon avis... par exemple, il y a des artistes où on dit c'est un artiste qui fait de l'abstraction, c'est de l'artiste qui fait de la figuration, c'est de l'artiste qui fait que machin truc. Moi, je rentre peut-être pas dans un... Dans un moule, et tant mieux peut-être. Oui, mais c'est pas facile. Hein. Parfois, c'est plus facile de rentrer dans un... Parce qu'on doit faire tout le temps la même chose, mais c'est lassant, non? Oui, je pense. On doit être encore plus vite fatigué parce que plus vite lassé, non? Je sais pas. Oui,
Mais bon, ça dépend les caractères, je pense. Puis, oui, parfois, moi, c'est sûr, hein, parfois, moi, j'adorais d'appartenir à un bureau. On m'attend à 9 heures et je peux partir à 6 heures. Et j'ai quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Et puis, je suis payée à la fin du mois. Parfois, je vous assure que c'est quelque chose que je rêve. Hein, parce que c'est dur, c'est pas facile. Hein. J'ai de la chance, mais c'est quand même pas facile. Hein. Parce que justement, aucun lendemain n'est certain. Aucun lendemain, oui, absolument. Donc, c'est un peu une bataille tout le temps, quoi. Vous aviez dit au tout début de cet entretien que vos œuvres étaient très régulièrement autobiographiques et inspirées de ce que vous viviez. Alors, c'est peut-être très prétentieux, mais j'avoue que je suis un peu curieux. Est-ce que, à l'issue de cet entretien, vous pourriez avoir comme ça une idée créatrice, là, sortant de ce studio, vous dire tiens, il y a un truc qui me vient à l'esprit là et j'ai envie de créer. C'est possible ça? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Mais souvent les conversations me viennent après. Ça, par exemple, oh mon Dieu, c'est intéressant ça. Moi, j'ai fait une œuvre en achetant une glace pour mes enfants. Il y a le glacier qui a dit quelque chose et j'étais là, wow. Tout de suite ou un peu plus tard? Ça a été un déclic? Là, c'était... Non, ça m'est revenu, mais très vite. Oui. Donc là, ça veut dire que peut-être certains propos que vous avez tenus là aujourd'hui vont vous revenir pour peut-être inspirer quelque chose plus tard, une œuvre. Oui, comme l'injustice avec ce qu'on parlait, de ce qui s'est passé dans ce club. Quelque chose peut-être, oui. Mais si vous créez quelque chose après cette interview ou en lien avec cette interview, on veut le savoir. D'accord, je vous promets que je vous le dirai si jamais j'ai quelque chose. Mais ça ne va pas sortir tout de suite parce que je suis sur mon autre thème, mais on ne sait jamais. Eh ben, on va attendre de vos nouvelles avec impatience et on va même un peu croiser les doigts. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.